Vous m'avez demandé de parler du dénouement des fausses confidences de Marivaux. Il s'agit ici des scènes, de la fin de la scène 12, début de la scène 13. On est au moment décisif de la révélation du stratagème. C'est la première vraie confidence, vraie des fausses confidences. Ici, Dorante a avoué précédemment son amour à demi-mot, mais de crainte de le perdre, il va énoncer les conditions qui ont créé cet amour chez Araminthe. Il s'agit donc du moment clé, le moment où tout peut basculer, le moment où l'amour durement gagné peut disparaître. Dans tout ce qui s'est passé chez vous, il n'y a rien de vrai que ma passion qui est infinie et que le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a pour ainsi dire forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon respect, mon amour et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je vous haïrais sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites vous-même dans un moment comme celui-ci change tout. Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable, et vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire, et on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Ainsi donc, nous allons voir dans ce commentaire ce que révèle la révélation du stratagème. Et pour répondre à cette problématique, je découperai mon texte en deux mouvements qui sont organisés autour de la charnière de la scène. Le premier mouvement sera la fin de la scène 12, ligne 1 à 14, qui constitue la révélation du stratagème. Et ensuite le deuxième mouvement de la ligne 15 à 27, qui constitue la révélation de l'amour d'Araminthe à tous les autres personnages. Je commence ainsi le commentaire avec cette réplique de Dorante, réplique qui a pour but d'annoncer les conditions de tromperie, mais cette révélation, cet aveu, est lui-même construit de manière stratégique, puisqu'en effet, il s'agit de dire qu'on a menti pour montrer que l'on est en train de dire la vérité. Ce paradoxe va se présenter dès la première phrase, avec l'opposition du pronom totalisant tout et du pronom minimitant rien, avec la double négation exceptive, il n'y a rien que ma passion et que le portrait, et l'aspect stratégique de sa prise de parole va commencer à poindre lorsque l'on commence à voir l'apparition de mots convenus dans la révélation amoureuse, tels que passion et l'hyperbole infinie. Ce qui est contenu en germe dans cette première phrase va se développer dans toute la suite de sa réplique. Il y a une référence à travers tous les incidents à tous les stratagèmes qui ont été mis en place durant la pièce. Ça peut être la lettre, ça peut être les manipulations, les mensonges, le déguisement, ça peut être aussi évidemment les portraits. Et cette référence au stratagème est faite uniquement par Dorante pour s'en dédouaner, pour s'en déresponsabiliser. Cela va être montré par l'utilisation du passif, ils sont arrivés, et aussi par l'identification de la vraie source de ces stratagèmes, du vrai stratège, mais un stratège qui, s'il est tu, un domestique indéfini, n'en est pas moins le stratège responsable, puisque par 3 fois, avec les pronoms relatifs, qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui m'a forcé de consentir à son stratagème, par 3 fois est donc sujet. C'est lui qui est sujet, celui qui est responsable de tous les incidents. Et tout cela va se résumer dans le terme d'industrie, qui désigne l'habileté à réaliser un travail, un savoir-faire, une ingéniosité, mais aussi et surtout le recours à des moyens habiles d'honnêteté douteuse. Donc en faisant l'utilisation de ce terme d'industrie, Dorante va se déresponsabiliser. Il se déresponsabilise parce que lui, son but est honnête. Et cela va se montrer évidemment aussi dans l'expression « m'a forcé à consentir à son stratagème », qui n'est pas à proprement parler une voix passive, mais qui montre quand même la passivité de Dorante, redoublée par le possessif « son stratagème ». Cependant, on note aussi la continuation de la manipulation avec des termes, là encore, topiques, le charme de l'espérance, le plaisir de vous voir, et espérance, qui est un terme normalement religieux,
commence à rentrer en résonance avec un autre terme religieux qui était celui de passion. L'idée, c'est de montrer une déification de la personne qui est aimée, une déification charmante, quasiment magique, à laquelle on ne peut pas échapper. La manipulation continue puisque cette révélation va être justifiée par une énumération ternaire. Mon respect, mon amour, mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. Ici, c'est la première fois qu'il est véritablement sujet, mais ce sujet est là pour dire « je dis la vérité ». Ne me permet pas de vous cacher, sous-entendu, je suis en train de dire ce qui est vrai. Suivent deux phrases qui sont globalement des reformulations plus ou moins accentuées, qui montrent le dilemme dans lequel celui qui dit le vrai se trouve en ce moment-là, puisqu'il est l'aboutissement de ce qui est faux. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Ici, en termes de construction, on peut repérer un chiasme, verbe conjugué, verbe à l'infinitif, verbe conjugué, qui va venir signifier l'enfermement dans lequel il a prise Araminthe. Et on peut ajouter à cela aussi la position complément d'objet, qui me l'a acquise, qui déresponsabilise toujours Dorante. Le lexique religieux continue avec le verbe adorer, il y a bien une déification qui se perpétue. Ainsi donc, cette révélation du stratagème est aussi une révélation stratégique, puisque Dorante l'exprime de manière à pouvoir être pardonné. La didascalie qui concerne Araminthe, le regardant quelque temps sans parler, peut donc être analysée de plusieurs manières. Première manière, il s'agit du temps que prend Araminthe pour digérer l'information. Ce serait l'explicitation classique. On vient d'apprendre qu'on nous a menti pendant 1 heure et il faut digérer l'information pour pouvoir la traiter, pour pouvoir donner une réponse, qu'elle soit une condamnation ou un pardon. Mais on peut aussi l'analyser autrement, puisque pendant toute la pièce, progressivement, Araminthe a accédé au statut de stratège. Ici, effectivement, ce silence peut être un moyen, un moment pour elle de construire sa réponse. La réponse, elle est connue, elle l'aime, mais elle veut organiser sa réponse de manière à lui signifier la nature de son amour. Et en effet, la réponse commence par un phénomène de concaténation classique. « J'aime mieux votre haine, je vous haïrai sans doute ». Elle va repartir du terme qui lui est donné, et derrière, elle va l'annuler par la conjonction de coordination à valeur adversative « mais ». Elle commence par un système conditionnel, si j'apprenais, je vous haïrais, pour le mettre en défaut, avec cet aveu que vous me faites vous-même, premier critère, dans un moment comme celui-ci, deuxième critère. Elle est consciente des conditions de réalisation de l'aveu. Elle sait parfaitement que ça a été calculé de manière à conditionner sa réponse. Le fait qu'elle sache tout ça, ça va se manifester dans la suite de la réplique, puisqu'elle va reprendre exactement la même structure. À l'énumération ternaire « mon respect, mon amour, mon caractère » va répondre une énumération ternaire « me charme, me paraît incroyable, vous êtes le plus honnête homme du monde ». À l'hyperbole « ma passion qui est infinie » va répondre une hyperbole « le plus honnête homme du monde », qui fonctionne ici sur un superlatif. Par ailleurs, le choix du mot « honnête » est lui aussi utilisé en sileps, puisque l'honnêteté, être un honnête homme, n'est pas la même chose qu'être un homme honnête. Ici, l'honnêteté feinte de Dorante est bien perçue comme un caractère social, de connaissance du langage et d'appropriation du cœur des hommes. Cependant, malgré tout cela, elle va affirmer son amour en montrant que la raison est plus importante que le but, puisqu'on commence par un complément circonstanciel de raison. Puisque vous m'aimez véritablement, ou que vous me dites que vous m'aimez, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. L'intérêt ici est sans doute le mot blâmable, qui va faire référence au lexique de la moralité, qui est pourtant plutôt du côté de Madame Argante. En réalité, en utilisant ce terme et cette formulation, elle se met du côté de la morale. Et ainsi, elle prévoit que sa mère sera forcée d'accepter. Dernière phrase, il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire, on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Plusieurs points d'intérêt. Premier élément, les moyens de plaire font ici référence directement aux différents stratagèmes, à ces incidents que Dorante évoquait.
Le verbe devoir montre l'obligation. On est quasiment dans une maxime, dans un proverbe. Et les pronoms aussi sont intéressants puisque le on est indéfini alors qu'il représente bien Araminthe. Dernier élément d'intérêt, c'est sans doute le choix du mot amant, puisque ici, le mot amant a un sens différent du mot amoureux. C'est une distinction qui est héritée du XVIIe siècle. L'amant est celui qui aime et est aimé en retour. Et ici, il s'agit donc d'un moyen pour Araminthe de faire une déclaration indirecte en passant par ce détour-là, par cette périphrase, dire à Dorante qu'elle l'aime. Les exclamations de Dorante montrent qu'il est ravi d'avoir été pardonné, mais montrent aussi qu'il peut éventuellement s'être fait berner par la rhétorique d'Araminthe, puisqu'il va continuer exactement dans le même jeu. Charmante, ligne 13, répond à charme, ligne 3, ce qui montre la rhétorique qui tourne un petit peu à vide. Daigner est toujours dans l'ordre du vocabulaire de la religion, puisque daigner implique une relation d'inférieur à supérieur, le sujet étant d'origine divine ou associée. Donc lorsqu'il dit « la charmante Araminthe daigne me justifier », il fait référence à son statut divin et il exprime qu'elle s'abaisse à accorder quelque chose qui n'était pas dû. Donc il va toujours être dans la rhétorique de la déresponsabilisation. Araminthe a vu clair dans son jeu, elle coupe court. De toute façon, voici le conte avec sa mère. Il faut se taire, ou en tout cas il faut que la rhétorique de Dorante se taise pour laisser parler la raison d'Araminthe. Arrive ainsi la scène 13 et ma deuxième partie. 4 personnages arrivent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le comte et Madame Argante sont annoncés. Dubois et Arlequin, non, ils sont valets. Mais ils sont importants ici puisqu'ils vont servir de témoins. De la même manière que l'on a besoin d'un témoin lorsque l'on se marie, ici, ils serviront ce rôle-là. Madame Argante va annoncer tout de suite son désaveu, son désaccord, par l'interjection, par la question à valeur rhétorique, le voilà encore, et par le sens très péjoratif du pronom « le ». Elle s'adresse aux autres personnages en faisant comme si Dorante n'était pas là. De même, elle n'utilise pas son nom, comme si ce nom était salissant. À cette interrogation, à valeur rhétorique, est opposée une réponse. Froide, comme dit la didascalie, définitive, « oui, ma mère ». Avec cette réaffirmation, « oui », avec le lien qui l'unit à sa mère et qui a un lien inversé ici, puisque la mère est censée être hiérarchiquement supérieure, ici, le pronom possessif la met comme inférieure, Araminthe va couper l'herbe sous le pied de sa mère et va faire en sorte de se réaffirmer comme sujet libre et détaché des convenances sociales et hiérarchiques. Convenance sociale donc, elle s'adresse directement à Monsieur le Comte, mettant le comte d'Aurimont à distance avec le monsieur et le rappel de son titre. Elle va énoncer froidement, là encore, les conditions du début de la pièce et ce qui a changé. Il était question de mariage avec la valeur d'inachevé de l'imparfait. Il n'y faut plus compter avec la négation au présent. Ce qui était toujours en question, il y a une réponse définitive. Cela n'arrivera pas. Et elle va donner 2 réponses. Première réponse, elle ne l'aime pas. Mon cœur n'est pas en état de vous rendre justice. Deuxième réponse, je ne suis pas d'un rang qui vous convienne. Socialement, ça ne se fait pas. Ainsi, elle va opposer à la fois des raisons de l'ordre du sentiment et de l'ordre de la raison. De la même manière, elle va commencer à broder une échappatoire de manière à ce qu'il ne puisse pas refuser. En effet, elle va accentuer l'idée de ses mérites, l'idée de son rang. En fait, elle va affirmer le fait que se marier avec une bourgeoise, ça ne se fait pas pour un noble. Ici, elle prévoit déjà la réaction de sa mère qui réagit immédiatement. Quoi donc? Que signifie ce discours? Madame Argante pose la question du sens. Que signifie ce discours? Quel sens cela a-t-il? Mais cette question du sens masque mal que la question véritable qui l'anime, c'est celle de l'intérêt, nous le verrons dans la réplique suivante. De la même manière, Madame Argante ne sait pas ce que ça signifie, elle n'a pas entendu, elle n'a pas compris. Par contre, le comte, lui, oui. Je vous entends, madame. J'ai reçu ce que vous avez dit et je l'ai compris. Là encore, il va se comporter de manière froide, comme va le montrer l'usage du mot madame, et le statut quasi divinatoire du comte, j'ai deviné tout, comme s'il savait depuis le début, comme s'il avait tout prévu, ce qui éventuellement pourrait rendre un petit peu tragique la pièce, dans le sens où ce qui était annoncé au début, connu d'au moins un personnage, se réalise à la fin. Toujours est-il que la froideur du comte, son détachement va se manifester par la syndette, qu'il vous aimait, il vous a plu, vous voulez lui faire sa fortune, voilà tout ce que vous alliez dire, avec l'énoncé des personnages simplement sous forme de pronoms et avec une structure en parallélisme. L'intérêt de ce résumé
et précisément l'expression « lui faire sa fortune » qui sera répétée, puisqu'il y a une syllabse sur fortune, c'est à la fois faire son bonheur, c'est-à-dire accepter de se marier avec lui, et en même temps, par le mariage, lui donner accès aux sommes faramineuses qu'elle possède. Ici, le conte la met en garde sur les motivations possibles de Dorante. La réponse d'Araminte, je n'ai rien à rajouter, signifie qu'elle est tout à fait au courant de cette possibilité. Le fait qu'elle le sache était déjà montré par la réplique qu'elle avait opposée à Dorante lorsqu'elle avait repris son système de manipulation. Elle est au courant qu'elle a été manipulée, elle est au courant que peut-être il ne l'aime pas uniquement sentimentalement, mais elle l'accepte. Je n'ai rien à rajouter. Ce qu'elle accepte, par contre, Madame Argante ne l'accepte pas, elle est outrée, pleine de vent, la fortune à cet homme-là. Ici, elle va jouer sur la syllabse du mot fortune en l'entendant uniquement dans le sens économique du terme. À la fois, on le voit soit avec l'utilisation de la préposition à, qui est à la fois une faute de français, on dit la fortune de cet homme-là, mais en disant la fortune à cet homme-là, elle va accentuer le seul sens économique du mot fortune. Enfin, dernière révélation, le véritable amour du conte, qui transparaît dans la didascalie tristement, dans le choix des termes, notre discussion, alors que c'était désigné comme le procès au début de la pièce, discussion que nous réglerons à l'amiable, comme des amis, puisqu'ils ne pourront être qu'amis manifestement, et la révélation de son statut noble, qui effectivement, il le comprend, l'empêche de se marier avec une bourgeoise. J'ai dit que je ne plaiderai point, je tiendrai parole avec la valeur prémonitoire du futur. Araminte va exprimer là encore des remerciements. Vous êtes bien généreux en appuyant sur cette différence de statut social, puisque la générosité n'est pas, et Madame Argante le montre bien, n'est pas du tout une caractéristique de la bourgeoisie, c'est une caractéristique de la noblesse. Ainsi, lorsqu'elle dit « envoyez-moi quelqu'un qui en décide », elle signifie « retirez-vous ». Que révèle la révélation du stratagème ? Nous avons vu dans un premier temps que nous sommes à l'acte 3, fin de l'acte 3, au dénouement. Nous sommes dans la partie acceptation de l'amour. Dans les 3 phases du marivaudage, naissance, reconnaissance, aveu. Nous sommes dans cette phase d'aveu. Il s'agit aussi de l'ultime stratagème, puisque l'aveu lui-même est stratégique, nous l'avons montré, stratégique à double titre, aussi bien dans sa révélation que dans son pardon. Ce qui nous permet de définir 2 amours vrais. Parce que si celui de Dorante est discutable, et les personnages le discutent, l'amour d'Araminte pour Dorante est vrai, raisonnablement parlant. De la même manière, l'amour du comte pour Araminte est vrai et conditionné à son statut de noblesse. Ainsi, Araminte est consciente de toutes les implications de son choix. Les implications amoureuses, les implications sociales et les implications économiques. Elle est consciente de tout, ce qui en fait, dans son choix, quelqu'un de libre, quelqu'un qui se détache des conventions. Et ce qui est intéressant particulièrement, c'est que cet amour, à aucun moment, n'est exprimé directement. Il ne passe que par des périphrases, et à aucun moment, le mariage n'est évoqué. Ici, il s'agit d'aimer, pas forcément de se marier. Ainsi, le stratagème aboutit véritablement à son dessein, c'est-à-dire amener la vérité du sentiment en passant par le faux, mais pas forcément amener le dénouement d'une pièce traditionnelle. Vous m'avez demandé ensuite de passer à la construction de la négation dans la première phrase. Cette première phrase présente un cas complexe et un cas facilement identifiable. Je commence par le cas facilement identifiable. Donc infini est l'adjectif qui va être nié par le préfixe un. Cas plus compliqué, il s'agit de la négation verbale, puisque ici le verbe avoir va être nié en discordantiel par le N', ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne sait pas véritablement à première lecture quel est le forclusif. À première lecture, on pourrait analyser « il n'y a rien de vrai », et du coup, rien serait le forclusif du discordantiel N'. Le problème, c'est qu'on ne saurait pas comment analyser le « que » qui est derrière, « que ma passion qui est infinie », et du coup, on est obligé de postuler que plutôt qu'une négation partielle, il n'y a rien, il s'agirait plus vraisemblablement d'une négation exceptive qui va être redoublée. Il n'y a que ma passion et que le portrait, et rien étant ici non plus un forclusif, mais une deuxième négation lexicale, puisque rien, en fait, est la contraction de
aucune chose. Ainsi donc, nous avons une négation verbale bitensive classique exceptive et deux négations lexicales, une première qui se fait par ajout d'un préfixe et une deuxième qui se fait par contraction d'un adverbe négatif et d'un nom commun.